Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de preuve d'amour dans l'épreuve. L'importance de s'aimer, de s'aider, de se soutenir. La base d'un couple en fait, être une équipe. Je me souviens que je répétais souvent à mon ex-mari « We are a team ». Qu'importe les épreuves, on surmontera tout ensemble. Et c'est aussi pour ça que j'avais gravé sur ma bague de mariage « Even », parce que « even if », malgré tout, malgré les événements, malgré les difficultés. C'était une promesse que j'avais faite à ma moitié, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et finalement, c'est quoi le secret d'un couple qui dure, d'un couple qui fonctionne, qui se soutient dans n'importe quelle circonstance? Eh bien, tout simplement, on n'est pas deux. On n'est pas deux dans une équipe. Dans un couple, on est 4. Il y a soi et l'autre, il y a soi-même et lui-même. Notre meilleur allié, comme je vous disais à chaque fois. Vous n'êtes pas tout seul, il y a déjà vous-même, avec votre vous intérieur, il y a votre moitié, avec son lui intérieur aussi. Et donc, vous êtes 4. C'est pour ça que c'est dur en fait, de réussir à faire équipe, tous ensemble. D'arriver à concilier tous ces mots-là, constance, confiance, audace, courage, bravoure, implication, motivation, simplicité, fidélité, loyauté. Si vous arrivez en fait à définir l'ensemble de ces mots, alors vous aurez au moins fait une grosse partie du chemin. Et notamment sur la terminologie de ces mots, sur le fait que vous vous mettiez d'accord sur le sens de ces mots. Et c'est ça, être une équipe. C'est de voir ensemble comment aller dans la même direction. C'est pas se regarder l'un l'autre ou son propre nombril. C'est vraiment de se tenir la main et de traverser les épreuves ensemble, d'être sur le même chemin et de regarder droit devant. Toujours droit devant. Alors, j'ai quelques exemples de situations où justement ça n'a pas marché. Où justement ce sont des choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que parfois dans un couple ça fonctionne pas. Il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui n'arrivent pas à soutenir l'autre. Et c'est dommage. Mais on est qui pour juger? C'est juste un constat. Le constat que si vous avez votre moitié qui vous soutient, qui vous aide, alors c'est que vous avez trouvé une perle. Vous avez trouvé un trésor et qu'il faut chérir et qu'il faut continuer à faire briller, à entretenir parce que c'est important. C'est important de se rendre compte, voilà, que vous, non pas de la chance, mais du mérite que vous avez à être avec une personne exceptionnelle. Alors c'est parti pour les exemples. Dans mon entourage, par exemple, j'ai plusieurs couples d'amis qui ont décidé de faire des reconversions, par exemple, de travail. Et dans mon cas, j'ai été très soutenue et j'ai eu beaucoup de chance. À la fois soutien financier et soutien moral. Et dans le cas de mes amis, en fait, la reconversion, elle s'est faite l'un après l'autre. D'abord, c'est lui qui a décidé de faire sa reconversion et donc de se replonger dans les études et du coup d'apprendre un nouveau métier et du coup c'était une situation un peu instable. Maintenant que sa formation est terminée, il a quand même touché le chômage heureusement, mais du coup c'est un CDD, c'est assez précaire et on ne sait pas ce que l'avenir sera fait, mais ça lui plaît, donc c'est ça le plus important. Et pendant ce temps-là, eh bien elle l'a soutenu financièrement aussi parce qu'elle avait, lui,
il avait un meilleur salaire qu'elle avant, et avec le chômage, il avait à peu près le même salaire qu'elle du coup finalement. Et du coup, ça a été assez difficile. Mais maintenant, on est à peu près à une situation d'équilibre, et elle a changé, elle a démissionné et elle va changer de travail. Et c'est vrai que le soutien, des fois dans certains couples, voilà, c'est à sens unique. Et donc elle l'a beaucoup soutenu, et à l'inverse, lui, un petit peu moins. Peut-être parce qu'elle a souvent envie de changer, elle est un peu inconstante dans ses choix. Mais c'est parce qu'elle n'est pas épanouie dans tout ce qu'elle fait, et à l'inverse de la soutenir, de l'aider moralement et mentalement, en fait, elle s'en fout. Donc c'est là où justement dans un couple, grâce à la communication et grâce à l'amour tout simplement, eh bien ce serait beaucoup plus communicant, beaucoup plus un espace d'échange et un espace de soutien qui soit vraiment mutuel. Si vous voyez que votre moitié en fait vous délaisse et ne vous aide pas en fait dans la manière de surmonter vos épreuves, dans la manière de faire vos choix, et puis d'aider en fait tout simplement à être là et à vous écouter, eh bien peut-être que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous. Ou alors, peut-être exprimez-le avec des mots que ça vous gêne et que vous aimeriez que cette personne, que votre moitié vous soutienne un peu plus. Peut-être que ça pourra arranger les choses. Deuxième exemple, toujours dans la même veine, passer un diplôme. C'est vrai que dans mon entourage, j'ai une personne là qui a décidé aussi de faire une formation et de passer un diplôme d'ici la fin du printemps, début d'été, et c'est vrai que son compagnon en fait ne l'aide pas du tout. Ils ont un enfant ensemble, et lui en fait il ne l'aide pas. C'est-à-dire qu'elle a repris le travail après 3 ans de chômage, et elle a réussi à faire garder 2 jours par semaine à ses parents. Et du coup, le reste du temps, l'enfant il est à la crèche. Et donc, quand elle le récupère après le boulot et qu'elle a envie de réviser, eh bien, lui pourrait justement la soulager en s'occupant de l'enfant. Et comme ça, elle pourrait se préparer pleinement au diplôme, et c'est pas le cas. Et d'un autre côté, lui, il voulait pas d'enfant, et c'est elle qui a insisté pour en avoir un. Donc, il y en a qui se diraient, bah oui, mais elle a qu'à assumer, c'est son choix, elle en voulait un enfant. Oui, mais d'un autre côté, un enfant, on le fait pas tout seul. Un enfant, on le fait à 2, et on doit assumer à 2. Mais d'un autre côté, son compagnon, eh bien, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est campé sur ses positions, droit dans ses bottes, et donc... il se dit, c'est pas à moi d'assumer, je travaille tôt le matin, je rentre, je suis fatiguée, donc pourquoi j'aiderais ma compagne? Et bien là, c'est un manque aussi de soutien dans l'épreuve, parce que justement, là, il n'y a pas d'équipe. Là, l'équipe, elle est existante. Et là, ce moment où il devrait la soutenir pendant juste les quelques mois qu'il faudrait pour qu'elle puisse passer son diplôme, eh bien, il ne le fait pas. Et d'un autre côté, et elle, ça la rend triste, je pense, et le problème, c'est qu'elle n'en parle pas non plus directement, parce que sinon ça va directement au conflit ou à la dispute, parce que chacun est dans ses concepts, dans ses choix, dans ses idées, et les deux ont raison en fait, les deux ont raison, et les deux ont aussi tort à la fois en fait, parce que ce sont les choix de chacun qui ont fait qu'on en arrive là aujourd'hui en fait. Il y en a un qui, lui, va dire, t'as voulu reprendre tes études, t'as voulu faire une formation, assume, débrouille-toi, t'as voulu un enfant, débrouille-toi. Et elle, c'est, oui, mais je l'ai pas fait toute seule, cet enfant, tu peux m'aider, c'est aussi le tien. Enfin voilà. Et donc les deux sont sourds au dialogue, donc ça peut pas avancer. Donc le seul moyen, ce serait par exemple une tierce personne.
par exemple, les parents, s'ils peuvent justement garder l'enfant le soir, justement, ou le week-end pour qu'elle puisse travailler de son côté. Elle disait du coup, elle avait trouvé une solution, c'était de réviser pendant que son enfant dormait, mais c'est pas non plus une solution. C'est sur quelques mois là qui sépare du diplôme, il la sépare du diplôme, c'est compliqué. Donc voilà, peut-être une tierce personne qui pourrait soulager. Mais ça encore, ça veut dire déporter le problème sur quelqu'un, et donc cette personne qui doit assumer pour l'autre voilà, des choix. Donc c'est compliqué. Pour ma part, j'ai quelques exemples, j'en ai 3 là que je peux citer pour finir cet épisode. Et bien, le premier, c'était pour mon rendu de projet de fin d'études, quand j'étais à la reprographie avec mon copain. En fait, je lui avais demandé de m'accompagner parce que la voiture, fallait la garer et fallait payer le parc-mètre. Il fallait y retourner au cas où pour remettre des pièces. Et pendant que j'imprimais, en fait, je savais très bien que j'allais passer tout l'après-midi à imprimer des planches de rendu. Et le problème, c'est que au bout de même pas 20 minutes, il y a une de ses amies qui est passée devant le magasin de reprographie, et donc il m'a dit attends, je la connais, c'est une amie, je reviens. Et il est parti, il l'a hélée dans la rue, et puis en fait je l'ai pas revu pendant plus d'une heure et demie. Donc au bout d'un moment je l'ai appelé, je lui ai dit mais t'es où, je t'avais dit que j'avais besoin de ton aide, j'ai besoin que tu ailles remettre des pièces dans le parc-mètre pour la voiture. Pendant que moi je finis d'imprimer, j'avais encore au moins 2 heures d'impression devant moi. Donc pas de réponse. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé plein de messages. J'étais énervée, mais je me suis débrouillée, j'ai fini d'imprimer. Et j'ai pas pu retourner en fait à la voiture entre temps parce que j'avais pas la possibilité de le faire. Ça continue d'imprimer, je voulais pas qu'on abîme mes planches ou qu'il y ait un problème. Enfin, je restais à proximité de l'imprimante, du traceur. Donc au bout des 3 heures, quand j'ai eu fini d'imprimer toutes mes planches, de payer, d'enrouler tout ça, j'avais les mains, j'étais encombrée de rouleaux. J'en avais plein et j'avais peur de les faire tomber par terre. Enfin, je veux dire, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux des rouleaux de rendu. Et donc, je vais en direction de la voiture et je le vois qui revient comme une fleur. Et donc là, je commence à lui crier dessus parce que j'étais trop énervée. Je lui dis mais t'étais où, pourquoi tu m'as pas répondu, j'avais besoin que tu mettes des pièces dans le parc-mètre, je t'imagine je vais avoir une contravention à cause de toi. Et lui il me dit mais ça va, t'avais pas besoin de moi, c'est bon, ça faisait longtemps que j'avais pas vu son ami. Et j'étais trop énervée en fait. En fait, j'avais besoin qu'il me soutienne, j'avais besoin qu'il soit là pour m'aider en fait, et il n'était pas là. Et avec du recul, je me suis dit oui, mais d'un autre côté, je pouvais pas lui en vouloir en fait. Je pouvais pas lui en vouloir de s'ennuyer, d'attendre que j'ai fini d'imprimer. Je pouvais pas lui en vouloir de vouloir passer du temps avec son ami. Je pouvais pas lui en vouloir en fait de devoir payer un parc-mètre. Donc voilà. Après coup, je me suis dit oui, la faute est partagée en fait. La faute est partagée et peut-être qu'en fait c'était pas lui, j'aurais dû lui demander si... En fait au départ il m'a dit que ça posait pas de problème, mais en fait il aurait peut-être fallu que j'y aille avec une autre personne plutôt que lui justement, mais parce que je partais du principe que c'était lui qui me disait qu'on était une équipe et que du coup il serait là toujours pour soutenir. Mais dans des moments comme ça, en fait il n'en a rien à faire. Donc voilà, ça dépend des priorités que chacun met en fait dans une tâche, dans une action. Et là, je n'étais pas sa priorité parce que ce n'était pas son rendu. Alors que moi, quand c'était lui qui devait imprimer ses planches, effectivement, je l'aidais à faire ses mises en page, je l'aidais à faire ses maquettes. J'ai tout fait pour l'aider parce que
on était une équipe et qu'il fallait qu'on les réussisse ensemble. Pas qu'il réussisse lui, mais qu'on réussisse ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait beaucoup de choses pour ces rendus, pour l'aider. Et c'est vrai que pour le rendu PFE, la seule chose qu'il ait fait, c'était déjà beaucoup, je pense, de sa part, c'était de m'aider à faire la 3D. J'avais déjà commencé à monter ma 3D et lui il a fini pendant que moi je faisais le reste et c'était sa seule contribution en fait, parce que je me rappelle qu'il était jaloux de la réussite et j'avais eu la meilleure note du semestre 10, j'avais 16,25 et lui je sais pas, au lieu d'être content pour moi, en fait, il a piqué une crise et puis il était jaloux et il a pas voulu m'aider pour la fin de mon PFE en me disant bah c'est bon, je t'ai assez aidé, voilà. Alors qu'en fait, avec mes amis, enfin j'avais deux amis qui étaient venus justement pour finir de m'aider. Il y en a un qui m'a aidé à faire tout ce qui est graphisme et puis l'autre à finir ma maquette et au contraire, je me rappelle, il m'a dit bah Fleur, je suis super content que tu aies eu ton diplôme et que tu aies eu une super bonne note parce que finalement c'est nous qui l'avons eu. Et il utilisait bien le terme de nous. On est une équipe, on a réussi ensemble et moi je lui ai renvoyé l'ascenseur, je l'ai aidé pour son mémoire, je l'ai aidé pour sa soutenance aussi, enfin son autre mémoire de HMOMP, enfin je l'ai aidé aussi pour ses oraux, j'ai aidé mon autre ami qui m'a aidé pour sa maquette et pour son mémoire aussi, enfin c'est de l'entraide et justement je me rappelle qu'il avait dans la voiture quand je lui ai annoncé c'est bon, il avait crié super, on l'a eu, parce que voilà c'est nous et c'est pas juste je ou toi, enfin c'est ça qui est important de relever, c'est que voilà quand on est un couple, on est une équipe et on doit être content pour l'autre, on doit pas être un rival, on doit pas être un concurrent, on doit se considérer comme une équipe, on est vulnérable ensemble, on gagne ensemble et en aucun cas on doit dénigrer l'autre ou se dire bah non, enfin dévaloriser l'autre, c'est pas possible, enfin ça c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait, il faut aider, il faut s'aider en fait. Voilà, ça c'était un exemple que j'avais en tête de rendu. Et je me rappelle aussi, je crois que je l'avais déjà raconté, mais dans une autre circonstance, je me rappelle quand j'étais allée à la maison de retraite à l'EHPAD voir mon papa, c'était la nuit en fait où il est parti. Et je me rappelle ce soir-là, on revenait, en fait, je me rappelle, on était allés au bowling resto. Et en revenant du bowling, en fait, j'ai dit à mon copain, enfin mon mari en fait, à l'époque, je lui avais dit je sens que ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Je veux aller voir mon père. J'ai envie de lui dire au revoir parce que je crois que c'est ce soir. Je crois que c'est ce soir et pas un autre jour. Donc on est allé là-bas. Il est venu, il m'a accompagné et puis moi j'ai été près de mon père. Il était allongé, je le sentais, il était brûlant. Toutes ses veines étaient en train de péter en fait et il était à la fois brûlant et froid en fait, sa tête était brûlante mais ses mains étaient déjà froides et bleues et quand j'ai vu ça je me suis dit c'est fini, j'avais envie de rester le plus longtemps possible avec lui. Je sais que j'avais cours mais le lendemain, mais je me suis dit je m'en fous, j'ai envie de rester le plus longtemps possible. Et c'est à ce moment là que mon ex-mari, je pense que je vais donner une explication après. Mais il est parti, il m'a dit je t'attends dans la voiture, on rentre. Et ça m'a choquée en fait parce qu'il était 22h. Il était 22h, 22h30. Et je lui dis mais comment ça on rentre Il me dit bah je suis fatiguée, je t'attends la voiture, on rentre. Et je lui dis ok je te rejoins. Et du coup je suis restée peut-être 10 minutes, 10-15 minutes. C'est à ce moment-là où je me suis dit putain, moi j'avais envie de rester jusqu'au bout, j'avais envie de rester jusqu'à la fin et lui il m'interdit ça. Et d'un autre côté je voulais pas m'engueuler avec ce soir-là, je voulais pas me disputer dans cette chambre et j'ai pris les mains de mon père et je lui ai dit papa, je suis là, je suis près de toi, tu peux t'en aller, t'as le droit de t'en aller, t'as assez souffert, tu peux partir, je t'en voudrais pas.
Je l'ai regardé longuement. Je lui ai dit au revoir. Et je suis partie. Et je suis rentrée dans la voiture. Et je me suis dit, putain, s'il meurt cette nuit, alors que je voulais rester jusqu'au bout avec lui, je m'en voudrais toute ma vie en fait à mon ex. Et d'un autre côté, je pouvais pas lui en vouloir parce que je me suis souvenu qu'il avait une copine dont le père était décédé et que l'image qui l'avait traumatisé, c'était justement ce père-là qui était allongé sur un lit. Et je pense que s'il a voulu descendre, c'est parce que s'il a voulu rejoindre la voiture, c'est parce que l'image était insoutenable pour lui et que ça lui renvoyait à cette image-là en mémoire et que c'était intenable pour lui. Et d'un autre côté, il aurait pu me dire les choses avec des mots, me dire désolé, je peux pas rester ici parce que c'est trop violent pour moi, j'aurais compris. Mais là, sur le moment, il me l'a pas dit. Moi, je m'en suis rappelé après coup. Et c'est vrai que je m'en ai voulu au début et après j'ai réfléchi, je me dis non, la faute est partagée en fait. La faute est toujours partagée et j'ai pris ce recul là et je me suis dit non, c'est pas vrai. C'est pas que sa faute, c'est aussi la mienne. Et dans la voiture, en fait, je me rappelle, je voyais les feux rouges, à chaque feu rouge, je me rappelle, j'avais téléphoné à des amis, enfin un ami, je lui avais dit c'est fini et j'ai téléphoné à tous les gens que j'ai connaissais, pour qui mon père était important et je leur ai dit je pense que ça va être fini. Et effectivement, le lendemain, il est décédé. Il est décédé dans la nuit en fait. Et j'ai eu la nouvelle à 10h le lendemain et je me suis dit putain, je savais que je devais rester. Mais d'un autre côté, peut-être que c'était bien aussi que ça se soit passé ainsi. Donc heureusement, j'ai pas de regrets parce que j'ai pu lui dire au revoir avant. Ce que je n'avais pas pu faire avec mon grand-père. Mais c'est d'une violence. Et si ça vous arrive un jour, j'espère que vous aurez auprès de vous votre moitié, votre chéri ou votre chéri qui sera là en fait pour vous prendre la main, pour vous soutenir et vous dire je suis là, je suis avec toi dans l'épreuve et je vais rester autant de temps qu'il le faudra. Je vais rester près de toi et je ne vais rien dire, je vais juste te faire sentir que je t'aime et que tu as toute ma chaleur dans ta main et que je vais pas te lâcher la main et que je vais être là voilà jusqu'au bout. Et juste ça. J'ai un autre exemple. J'en avais parlé quand je me semble quand je vous avais parlé des réunions de chantier que j'avais en fait pour un magasin alimentaire. Et j'avais un chantier en fait du côté de Mably. Et j'avais à peu près... ça dépendait quand il y avait des bouchons en fait. C'était entre 1h15 et 1h30 en fait de trajet, suivant la circulation. Et ça, je me rappelle, c'était du vrai soutien. C'est-à-dire que j'étais au téléphone avec un ex et il me soutenait vraiment. Il restait au téléphone, il me parlait, je lui parlais. Et c'était hyper important pour moi pour tenir, pour éviter de somnoler, pour ne pas m'endormir. Et surtout parce que c'était hyper difficile. Je me rappelle une fois, en revenant d'un trajet sur l'autoroute, j'ai dû m'arrêter sur une aire et il était au téléphone et moi j'étais pas bien, je pleurais tellement, je lui dis je vais pas y arriver, j'y arrive pas, je vois tous les feux doubles, c'est affreux, je vois les camions, les phares et j'en pouvais plus et lui il était là au téléphone, il me disait tu vas y arriver, tu vas te reposer un peu, tu vas y arriver, je suis là, t'inquiète pas. Et ça, pour le coup, je me rappelle, ça a été hyper important pour moi, ces mois-là, au début de notre relation. Il y avait même une fois où j'allais pas bien, mais c'était les premiers temps, il savait pas comment faire. Je lui avais dit, c'est pas grave, tu peux pas m'aider. J'avais raccroché et à la place, j'avais appelé une amie, mon amie collègue de boulot, justement, qui a su trouver des mots. Et puis après, je suis allée à ma réunion, comme si de rien n'était. Mais lui il m'avait dit mais apprends-moi, je sais pas comment faire. Et c'est vrai que
il a su petit à petit en fait me donner confiance et être là, un soutien moral, un soutien par téléphone en fait, parce qu'il habitait loin et ça c'était hyper important pour moi. Et inversement, je me rappelle, c'était toujours au début, c'était dans la première semaine, deuxième semaine où on avait décidé de se mettre ensemble. Il m'avait appelé parce que en fait son fils lui avait demandé de se faire interner en fait à l'hôpital psychiatrique parce qu'il était pas bien, il lui entendait des voix ou quoi et il était pas bien. Et donc il s'était fait interner pour 2 semaines et le jour où justement ça s'était passé, il m'avait appelé et je suis restée au téléphone. Bon, il était avec la mère de son fils, hein, il était avec son ex, mais du coup, il était avec moi au téléphone et j'étais là, à l'autre bout du fil. Et c'était important parce que, voilà, c'était important de se soutenir. Et donc ça, c'était le début de la relation. Et c'est vrai que vers la première rupture, en fait, c'est justement parce que ce soutien-là, il s'est étiolé. Et je me rappelle que j'étais fatiguée, je rentrais d'une journée très éreintante et je commençais à faire une crise en fait. En fait, quand je fais une crise liée à ma myasthénie, c'est que en fait j'avais mes muscles qui commençaient à se tétaniser. Et donc, alors que j'étais en train de faire à manger et j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là où j'avais besoin de soutien, en fait, il m'a dit je te laisse, faut que j'aille manger avec mes parents, ça fait 3 fois qu'il m'appelle. Et il a coupé. Et moi, ça m'a choquée, en fait, parce que c'est dans ces moments-là où j'avais besoin d'aide et j'étais pas bien, je me suis mise à pleurer, j'avais du mal à respirer, j'avais mes mains qui étaient tétanisées et il a fallu que ça passe, je me suis allongée, comme à chaque fois que je fais une crise, donc pendant 30 minutes, ça n'allait pas. J'ai envoyé des messages à ma voisine qui est collègue de bureau, pareil, enfin toujours la même, et elle m'a dit si tu veux je peux aller faire des courses, et je lui dis non c'est bon, ça va aller, faut juste que je sache que voilà, t'es là pour me soutenir, enfin j'avais juste besoin de quelqu'un qui me soutienne. Et les 30 minutes se sont écoulées et après ça allait mieux et je me rappelle que mon ex m'avait retéléphoné en me disant c'est bon, j'ai fini de manger. Mais en fait je l'avais très mal pris en fait parce que il a fait le choix d'aller manger, il a fait le choix de ses parents plutôt que le choix de me soutenir à ce moment-là où en fait j'étais pas bien, ou si jamais j'aurais pu m'étouffer, j'aurais pu avoir besoin d'aide, j'aurais pu avoir besoin d'appeler l'urgence et en fait et c'est pour ça aussi que c'était la première rupture qui s'était passée, parce que je me suis dit s'il peut pas me soutenir dans l'épreuve, même en étant en licence, s'il peut pas être juste un soutien moral, parce que c'est long 30 minutes, c'est long d'attendre que ça aille mieux, c'est long d'attendre que ses mains reprennent vie en fait, parce qu'elles étaient tétanisées. Et donc ça a été très très dur en fait de pardonner. Et après coup, en fait, c'est là où je vous dis à chaque fois l'erreur à partager, c'est qu'en fait, j'avais beau lui avoir expliqué plusieurs fois, j'avais pas pris en compte qu'il pouvait oublier, qu'il pouvait être fatigué parce que je raconte beaucoup de choses et que justement c'était peut-être pas rentré dans sa tête et que c'était important pour moi qu'il reste avec moi, et j'aurais voulu en fait qu'il reste avec moi le temps que ça passe, le temps que ma crise passe. Et en fait non, parce que en même temps je pouvais pas lui en vouloir parce que je n'étais rien de plus que sa petite amie à l'époque, et en fait il avait le droit en fait en vivant sous le toit de ses parents en fait de rester et de respecter ses parents en allant manger, parce que ça faisait déjà 3 fois qu'il l'appelait. Mais d'un autre côté je lui disais putain, à 48 ans si t'es pas capable de dire à tes parents je peux pas, non, je viendrai manger, mais que dans 30 minutes quand ma chérie aura fini sa crise. Et ça il l'a pas fait, il a pas eu le cran de le faire. Et d'un autre côté je peux le comprendre, maintenant avec du recul je le comprends, mais sur le moment c'est de la non-assistance à personne en danger pour moi, enfin c'est comme ça.
Et dernier exemple, c'était au début de mes études. Un bon exemple de soutien suivi d'un mauvais. Le premier, c'est, je me rappelle, le frère de mon ex, il avait dit que je n'en valais pas la peine et que j'étais pas à la hauteur en fait pour être sa copine. Et quand il m'avait dit ça au téléphone, j'étais devenue hystérique en fait. Je sais pas, j'avais pas compris pourquoi il avait dit ça, j'étais fatiguée et je comprenais pas comment quelqu'un pouvait me juger sans me connaître. Et je me rappelle que j'étais en pleurs, j'étais pas bien. Et lui, mon ex, du coup, il a traversé les plusieurs centaines de mètres qui nous séparaient parce qu'il habitait à 200 mètres de chez moi. Et du coup, il avait couru sous la pluie pour venir me consoler. Il avait sonné à la porte et du coup, il m'a pris dans les bras. Il m'a pris dans les bras et il m'a dit « Je suis désolée, j'aurais jamais dû te dire ce qu'il m'avait dit. Je pensais pas que ça te mettrait dans un état pareil. » Et il est resté me consoler. Et puis après, une fois que ça a été, une fois que le tsunami est passé, en fait c'est reparti. Mais c'est vrai que ça a été une preuve d'amour inconditionnel, de traverser sous la pluie et de venir comme ça. Et c'est là où ça c'était le début de la relation. Et je me rappelle qu'à la fin de la relation, la fois où justement moi je travaillais, je faisais beaucoup de plans et de maquettes pour mes études d'archi. Et moi j'avais besoin de soutien moral en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui soit présent à côté de moi, qui fasse la conversation, qui discute, qui me soutienne quoi. Et je me rappelle qu'il était arrivé un soir à l'appartement et quand il a vu que j'étais encore en train de travailler, au lieu de se dire ok je vais prendre une chaise, m'asseoir à côté de toi et on va discuter de tout et de rien comme au début en fait, et il a dit tu travailles, ok je repars. Ah mais ça m'avait énervé parce que je me suis dit putain c'est quoi en fait, enfin je veux dire je peux pas passer du temps non plus trop. En fait, on peut passer du temps ensemble en discutant en fait et en se soutenant comme ça. Et je lui dis mais je peux pas, j'ai un rendu, c'est très compliqué en fait les études d'archi parce que les études elles sont rythmées par des rendus de manière régulière et on passe notre temps à devoir faire des charrettes, à produire et on n'a pas vraiment le temps d'autre chose. Et donc le temps que je pouvais lui consacrer en fait c'était uniquement le temps de la conception en étant à côté et je pouvais pas plus en fait. Et donc là c'est pareil, la faute est partagée puisqu'en fait lui il voulait peut-être une demi-heure, une heure qu'on passe ensemble. Et moi tout ce que je pouvais offrir c'était c'était du temps mais en faisant autre chose. Et quand on fait autre chose à côté, on n'est pas pleinement avec l'autre. Et donc ça c'est important, mais ça c'est avec du recul, tout est plus simple, tout est plus clair. Donc si ces petits exemples peuvent vous aider, vous dire avec votre chéri, apprendre à soutenir l'autre, apprendre à s'entraider, à s'aider, à s'aimer tout simplement. Parce qu'en fait ça n'a pas de prix, ça donner de son temps à l'autre, c'est prouver à l'autre qu'on l'aime et ça quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, c'est s'aimer en toute simplicité.